Partageage. J'ai partagé l'écran. Vous voyez l'écran? Vous voyez On te l'écran? voit et on t'entend. Vous voyez l'écran là? Oui, Ah, et l'écran. Alors, oui. j'enchaîne rapidement ou Vas-y, tu tant que tu as la termines? connexion, fonce. Alors, les accidents vasculaires cérébraux, donc tu en as parlé. Les objectifs de cette communication, c'est identifier les territoires vasculaires, diagnostiquer un AVC, rechercher les étiologies, l'AIT, je vais parler brièvement, connaître la prise en charge thérapeutique. Comme vous le savez, c'est un problème de santé publique. Il y a 40 000 nouveaux cas en Algérie. Première cause d'handicap moteur chez l'adulte. Alors, le rappel anatomique, je vais parler surtout de l'artère cérébrale moyenne, qui est une artère qui est importante, qui vascularise la face, surtout externe et interne, les deux tiers, et un peu postérieur, enfin, en interne, en temporal. Il faut savoir qu'il y a deux circulations, la carotide, la circulation carotidienne qui vascularise la partie antérieure, avec une carotide interne à destinée cérébrale, et la carotide externe, elle vascularise surtout la face. Donc, elle va donner l'artère cérébrale moyenne, cérébrale antérieure, et donc qui sera en contact avec le système vertébro-basilaire, qui va donner les deux artères vertébrales et un tronc basilaire, et l'artère cérébrale postérieure qui va vasculariser la partie postérieure du cerveau. Donc, vous voyez les territoires vasculaires qui sont importants. En rose, on aura l'artère cérébrale moyenne qui vascularise deux tiers du cerveau. En jaune, on a l'artère cérébrale antérieure qui vascularise surtout le lobe frontal et pariétal. Et en postérieur, l'artère cérébrale postérieure. Donc, la vascularisation postérieure, on a le tronc cérébral qui est vascularisé par les deux artères vertébrales que vous voyez ici, avec le tronc basilaire et qui vont sortir des artères pour vasculariser tout le cervelet et le tronc basilaire, et aussi qui va donner deux artères cérébrales postérieures. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le bon Dieu fait bien les choses et les deux systèmes carotidiens vertébro-basilaires sont interconnectés entre eux par une communicante antérieure et une communicante postérieure. Donc, la présentation clinique, comment faire le diagnostic? Donc, rapidement, il faut savoir que tout déficit neurologique central encéphalique persistant plus d'une heure, il faut penser à un AVC jusqu'à preuve du contraire. Il faut juste savoir que c'est une symptomatologie qui correspond à un territoire vasculaire. C'est une symptomatologie systématisée, donc qui va nous orienter vers un accident ischémique cérébral, ou bien on peut avoir une HIC, un hématome, et là, cliniquement, on aura plutôt des signes neurologiques, mais avec des céphalées. Mais il faut surtout avoir en tête, devant toute suspicion clinique, il n'y a aucun signe spécifique d'ischémie ou d'hémorragie. Donc, jusqu'à maintenant, si on n'a pas l'imagerie, le diagnostic est purement radiologique. Donc, cliniquement, on n'est pas bon sur le plan clinique, mais ne traitez pas le patient si vous n'avez pas une imagerie. Donc, et surtout le message qu'il y a une installation qui est brutale. Toute brutalité d'installation des symptômes va nous faire penser à un AVC jusqu'à preuve du contraire. Quels sont les signes cliniques qui sont évocateurs? Donc, l'hémiplégie qui est brutale, les troubles de la parole qui est l'aphasie, on peut avoir un manque de mots ou bien une aphasie de Broca qui est un trouble de la compréhension, pas de l'articulation. On peut avoir des troubles visuels type brouillard visuel, baisse de l'acuité visuelle, qui nous oriente vers une atteinte de l'artère ophtalmique, qui est une collatérale de l'artère carotide moyenne, l'ataxie, qui est un trouble de l'équilibre, qui va nous donner, donc le patient, il va venir dans un état de trouble de l'équilibre, une ataxie brutale. Il faut penser à un AVC de la circulation postérieure. Bien sûr, encore plus grave, on peut avoir des troubles de la vigilance, un coma, un trouble de la conscience, une hypertension intracrânienne qui va nous orienter vers un AVC malin ou bien une hémorragie cérébrale. Bien sûr, le professeur Kediha a bien expliqué, soit on fait un scanner avec ce qui est pratique, on a une hypodensité qui peut apparaître dès les débuts, mais il faut savoir qu'un scanner normal n'élimine pas un AVC ischémique dans 80% des cas, et dans 20% des cas, un AVC hémorragique. Je ne vais pas parler des signes indirects, donc on peut avoir un scanner normal jusqu'à 12 heures, mais on a des petits signes.
Je vais juste rappeler l'effacement des sillons corticaux, c'est important, l'hyperdensité spontanée de l'artère sylvienne et surtout, il en a parlé, professeur Kediha, effacement des limites des noyaux lenticulaires par rapport à l'autre côté. C'est très important. Zoomez votre scanner et vous aurez l'image et vous aurez le signe indirect d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, le gold standard et la Rolls-Royce de l'AVC, ça reste l'IRM. Donc, c'est des Américains qui ont créé cette séquence, qui est la séquence de diffusion. Donc, elle est là. On a un hypersignal qui est là, qui correspond à un territoire vasculaire. Là, on est dans l'artère cérébrale moyenne. Donc, l'hypersignal en diffusion. On aura le T2 étoile, on aura un thrombus au niveau de l'artère cérébrale moyenne correspondant à l'AVC. Et bien sûr, on aura l'ARM 3D TOF, qui est une imagerie de flux, et on verra le polygone de Willis avec une interruption de la circulation sanguine au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Ce qui est bien aussi avec l'IRM, c'est que ça, c'est la séquence flair, c'est écrit au niveau de la séquence. Donc, on aura si le flair est négatif, il n'y a pas d'hypersignal, ça veut dire que l'AVC, il date de moins de 4h30, moins de 5h. Donc, l'IRM nous permet non seulement de poser le diagnostic, de montrer le thrombus, de dater l'imagerie et surtout dater l'AVC, de le dater quand le flair est négatif. Donc, et surtout, grâce à cette séquence de T2 étoile, va nous éliminer le saignement qui va être en hyposignal. Donc, le territoire vasculaire, j'en ai parlé, c'est important. On a l'artère cérébrale moyenne, donc on aura cet hypersignal qui correspond à un territoire vasculaire qui est vraiment coupé au couteau au niveau de l'IRM, qui correspond à un AVC de l'artère cérébrale moyenne antérieure. On aura l'artère cérébrale, l'AVC profond, là, on aura un hypersignal profond qui va nous donner un AVC sylvien profond avec une hémiplégie massive et proportionnelle. Il est aphasique si l'hémisphère dominant est atteint. Il est négligent quand l'hémisphère non dominant est atteint. Et bien sûr, on va avoir tout le territoire vasculaire qui est atteint de l'artère cérébrale moyenne et on aura un AVC sylvien total avec déviation de la tête et des yeux avec des troubles de la vigilance. Donc, retenez l'AVC superficiel, l'AVC de la sylvienne profond et l'AVC malin. Quand c'est le territoire du tronc cérébral, on aura des syndromes alternes. On aura une dysarthrie, on aura des vertiges, on aura des troubles de la vision, une diplopie, et on aura un déficit de l'autre côté. C'est un syndrome alterne, c'est un AVC du tronc cérébral. Donc, on aura une atteinte d'un nerf crânien d'un côté et une hémiplégie de l'autre côté. Au pire, on aura une atteinte bulbaire avec un déficit bilatéral, des troubles de la vigilance. Tout ça, c'est une symptomatologie systématisée qui correspond à un territoire vasculaire. Donc, la conduite à tenir devant une suspicion d'AVC moins de 5 heures. Donc, en 2003, avant l'avènement de la thrombolyse, l'AVC, un patient qui a un AVC, il est cloué au lit, il n'y a pas de traitement, le patient est un peu délaissé, soit aux urgences, soit à la maison. Mais maintenant, il y a un traitement avant les 4h30. Donc, la prise en charge a complètement changé. Regardez, en les années 90, on était avec de l'aspirine. En 98, c'est l'avènement des stroke centers. Ça a été évalué, les stroke centers, comme un cachet, comme un traitement en dehors de la thrombolyse. C'est-à-dire quand un patient est hospitalisé dans une unité stroke qui est pris en charge par une équipe formée, spécialisée, multidisciplinaire, et bien le pronostic à 3 mois fonctionnel et vital est amélioré. Et donc, ça a été, en dehors de la thrombolyse, ça a été vraiment évalué, réévalué comme un cachet, comme un traitement. Donc, déjà, le patient, quand il est hospitalisé dans une unité stroke, déjà, c'est une chance pour lui. Donc, après, il y a eu la thrombolyse injectée dans les 3 heures. Les études ont montré qu'on peut élargir la fenêtre thérapeutique jusqu'à 4h30. Après, en 2009, ça a évolué. Quand il n'y a pas d'unité stroke, quand il n'y a pas de neurologue, on peut thromboliser par télémédecine. Pourquoi je le dis? Parce que quand on forme des généralistes, même des réanimateurs, dans des endroits où il n'y a pas de neurologue formé, et bien par télémédecine, on peut contacter une unité de référence et donner l'aval de thromboliser. Bien sûr, comme a dit le professeur Kediha,
il faut former les gens. La formation, c'est une priorité pour prendre en charge les patients AVC. Par la suite, on a en 2015 la thrombectomie pour les occlusions proximales. 30% des AVC, il y a une occlusion proximale. La thrombolyse ne marche pas. Donc, c'est la thrombectomie. Voilà, donc timeless brain, c'est la pénombre ischémique. On va récupérer ce qu'on n'a pas pu avoir. Voilà le score Nice. Alors, le score Nice, c'est un score pronostic des patients donc, qui ont un AVC. Donc, il va évaluer la conscience, l'âge, l'oculomotricité, le champ visuel, la paralysie faciale, la motricité des membres, l'ataxie, la sensibilité, la parole, la dysarthrie, tout ça. Et donc, c'est entre 0 et 42. 0, il a rien. 42, il est mort. Donc, entre les deux, entre plus de 4 et moins de 25, on peut thromboliser. C'est les indications. Donc, c'est bien d'avoir ce score, de connaître ce score pour avoir un pronostic de l'AVC. Un score à NIHSS à 4, c'est-à-dire c'est un AVC mineur. Un score à 25, moi, personnellement, dans notre équipe, on appelle la réanimation. Donc, ça, c'est aussi un score aussi, c'est le FAST, le Face Arm Speech Time, c'est un score américain pour détecter rapidement un AVC, tout ce qui est le triage, la population. Là aussi, c'est un score vite, visage paralysé, impossible de bouger, trouble de la parole et faire vite, appeler les secours, appeler le SAMU. Unité stroke, unité AVC. Le score Nice, en fait, pour les généralistes, pour les urgentistes, on a des repères. Une hémiplégie, par exemple, sans paralysie faciale, on est à 4,4 membres supérieurs, membres inférieurs, on est à 8. Un mutique ou dysarthrique, on est à 7. Donc, quelqu'un qui fait une hémiplégie et une dysarthrie, il est à 15. Donc, il y a une indication de thrombolyse. 15, on a à peu près un petit peu le pronostic de l'AVC. Alors, la filière, je ne vais pas en parler, pro-hospitalière, intra-hospitalière et post-hospitalière. On a On n'entend plus rien. des études de la thrombose à 4 ans scalaire. Hein. De, Professeur Kediha, Oui. là. Alors, elle a disparu. Ah, d'accord. Bon, Apparemment, elle a disparu. on fait quoi? Voilà. Je fais mon cas clinique. Elle est là, elle a toujours le sang, mais elle n'est pas. Non, faudrait que. Est-ce qu'on continue? Comment on va faire? Elle m'appelle. Dunia, t'es parti. Mais nous, on t'entend pas. Son Le micro, il est Picard, ouvert. Hein. il casse. L'écran est parti, hein, repartage. Ouais. Attends, on te voit pas, t'es parti complètement. Là. Et elle active aussi le son terrain. Faites-le activer le micro, Madame Gougan. voilà. Donc, ça se déconnecte auquel là. Vous pouvez continuer sans plaque si vous avez un problème. Si vous arrivez à continuer sans plaque, nous ne sommes pas obligés de les voir. Vous parlez. L'essentiel, c'est qu'on vous entend. Peut-être qu'il y a un problème entre les deux. Bati.
Bon, je vais répondre à des Vous questions. m'entendez? On Oui, entend. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ben désolé, hein, Et là, vous m'entendez? Oui, et on voit que vous Allô? êtes en train de partager. On entend, on entend. Vous m'entendez? Ah, il y a oui, Trombolisca. continue, Je continue. partage là, hein. Oui, Oui, continue. très Alors, bien. la thrombolyse, donc l'heure de début, c'est important, jusqu'à 4h30. Les indications sont précises jusqu'à moins de 4h30. Avec une IHSS, je vous ai dit plus de 4 et moins de 25. Donc, Oh là là. Bon, là, c'est parti, là. C'est parti encore. ah Encore oui, ma présentation. voilà. Et là, Oui, et là. oui. Oui, Rohe. Scanner normal, les scores moins de 7, il y a un risque d'infarctus hémorragique. Le score plus de 8, il y a une thrombolyse IV. Donc, il en a parlé, professeur Kediha. L'IRM en urgence, c'est l'indication, mais il faut que je rappelle, il faut rappeler et préciser que la thrombolyse a été faite. La On vous a perdu. Il n'y a plus de sang, hein? Ouais. Comment on va faire? Si elle m'avait envoyé, j'aurais présenté. Exactement, parce que j'ai pas pu. Hmm. J'ai pas pu. Elle est vers la fin, elle va vers la fin ou là, elle est toujours. Vous Non, je ne connais m'entendez? pas. Oui. Vous m'entendez? Oui, on entend, mais on voit rien. Mais معليش, si vous pouvez expliquer les plaques sans qu'on les voit, il n'y a pas de problème. Partagez. Il Non, n'y a mais pas de allez, partage. raconte-nous sans voir les diapos. Raconte-nous, raconte-nous. C'est mieux. Si on arrive à t'entendre, c'est encore mieux. Et là, l'heure, c'est l'heure. Vous voyez le partage? Non. Il faudra double-cliquer pour passer en mode partage. Et on est en train de perdre les participants de Patsy. Hein. Bon, Une je sais population pas. Et là, vous voyez le algérienne. partage? Non. Vous voyez le partage? Est-ce que tu as les plaques قدامك? Dani, je vous entends. Je Et vous entends. expliquer sans qu'on les voit. Ça. Bon. Attendez, là où je Pourvu que le son ne change pas. C'est pas possible, ça. Mais si on perd le son une fois encore, ça va être très difficile. Il faut qu'elle Et là, arrête de vous voyez partager. rien. Et là, vous Arrête voyez de rien. partager. Arrête de partager. Parce que le partage, ça te bouffe de la connexion. C'est pénible, hein. Pourtant je suis en 4G. معليش Hein. شوف انت راكي قدام الميكرو تاعك انت تقرايهم حنا سي با ان بروبليم les gens vont essayer d'écouter. Alors l'heure c'est l'heure. Alors le scanner là même de la thrombolyse c'est entre 3h0 à 4h30. Mais il faut savoir qu'avec une IRM on peut dater l'AVC avec un flair négatif. C'est très important. Donc toutes les études l'ont montré. En dehors de la thrombolyse, il y a le traitement spécifique. Il faut savoir que 5% des patients ne sont pas thrombolisés, sont thrombolisés. Donc le reste, ils sont en dehors de la thrombolyse, ils ne viennent pas dans les temps. Mais ces patients, il faut les hospitaliser dans une unité stroke et leur donner un traitement antithrombotique. Le plus indiqué, c'est de l'aspégique, jusqu'à de 300-500 mg pendant 5 jours.
Après, on doit chercher la cause, la chercher s'il y a une ACFA ou un trouble cardio-embolique, et là, donner des anticoagulants, ne pas donner de l'aspégique, ou bien une section carotidienne. Alors, donc, du coup, il faut savoir aussi les facteurs aggravant la progression de la pénombre en infarctus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, les facteurs aggravant la progression de la pénombre en AVC, il faut traiter une hypoxie, une hypotension artérielle, une hypertension artérielle, l'hyperthermie très importante. L'hyperthermie, c'est un facteur de mauvais pronostic d'un AVC. Donc, tout AVC qui est hospitalisé dans une UNV, il doit être traité et recherché surtout s'il y a une fièvre ou une infection. Alors, l'infection, il ne faut pas donner tout de suite une antibiothérapie. Il faut surtout rechercher le type d'infection, ne pas traiter toute fièvre par une antibiothérapie comme ça à large spectre, ça donne des résistances et surtout des diarrhées. Il faut donner du paracétamol toutes les 6 heures, ça suffit, c'est toutes les études qui l'ont prouvé. Et par la suite, rechercher une infection urinaire, génitale, pulmonaire, etc. Et bien sûr, la traiter en fonction du germe. Ça, c'est important. Bien sûr, l'AVC à la phase aiguë, diabétique ou pas, il présentera une hyperglycémie. Les recommandations de l'European Stroke sont claires. Ne traiter l'hyperglycémie, ne la baisser, sauf si elle est augmentée, supérieure à une hyperglycémie 1,80 g. Donc, il y a l'hypertension aussi artérielle pour l'AVC ischémique. Jamais c'est une tension artérielle quand un patient présente un AVC ischémique à la phase aiguë, sauf si elle est supérieure à 118, 12, parce que le risque hémorragique est très important. Donc ça, c'est les facteurs qui aggravent la progression de la pénombre en infarctus. C'est pour ça qu'un patient qui est dans un service stroke, toute l'équipe est formée pour traiter une hypoxie, une hypotension artérielle, une hypertension artérielle, une hyperthermie, une hyperglycémie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le patient, même s'il est thrombolysé, il est sauvé. S'il a correctement ses axoses, ça va aggraver la pénombre ischémique. Donc, la thrombectomie en 2015. Par la suite, on aura recherché l'étiologie. Le rôle d'une équipe, c'est de traiter l'AVC et bien sûr rechercher l'étiologie. Donc, On t'a perdu. C'est parti. Alors, est-ce qu'elle a touché quelque chose? Je vais vérifier. Le sang bâti, le sang réactif. Avec c'est frustrant, je la comprends. Hein. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on entend, On t'entend. on entend. D'accord. Alors, on recherche l'étiologie. La première cause du sujet âgé, c'est l'athérosclérose, surtout les patients de 30 ans. Donc, tout est complet d'angiosperme, d'écho-dopant, si c'est nos carotidiens opérés dans les canaux. Il faut regarder, il y a des qualifications. Un bilan cardiaque, surtout chez le sujet jeune, ECG, ACFA, l'écho-cœur, rechercher une valvulopathie, l'écho transœsophagien à la recherche d'un foramen ovale perméable. Par exemple, moi, je vous donne un exemple, un patient qui est hospitalisé chez nous, qui a 17 ans, il a fait son AVC, on a tout recherché, le bilan cardiaque est normal, le bilan d'adhérent, bien sûr, est normal. Et là, on retrouve, on fait une angiographie complète, on retrouve une inflammation des carotides et en fait, c'est un Takayasu. Donc, pousser les investigations très loin en fonction, bien sûr, de l'âge. La détection carotidienne qui est très importante du sujet jeune, ça se présente par une céphalée inaugurale, un signe de Claude Bernard Horner, c'est le CBH, et aussi il y a une notion de traumatisme. Donc on aura CBH, déficit moteur et des céphalées. Et donc là, le diagnostic se fera par angioscanner et par un échodoppler des carotides. J'espère que vous m'entendez. Oui. Vous m'entendez? Alors, l'accident ischémique je finis par l'accident ischémique transitoire et l'AVC hémorragique. Alors, l'accident ischémique transitoire, il faut savoir que c'est une bombe. C'est exactement comme en cardiologie. Je compare ça à l'angor instable. Alors,
On n'entend plus. Elle est partie. Il y a quelqu'un? Madame Gougam. Alors, on fait quoi là? S'il vous plaît, Madame Gougam, on fait quoi là? Je présente mon cas Ah, je clinique. suis en train de parler sans ouvrir le micro. راحت. Alors, Bati, elle est avec moi? Oui, Bati, oui. روحي هاني كان نعاود نحكي بدوس لو سونتي ايه فازي روحي كليك C'est bon, j'ai cliqué. ايا باتي oui C'est- Bati Oui. Alors, la définition de l'AIT, déficit neurologique rétinien de survenue brutale, d'origine ischémique, dont les symptômes régressent en moins de 24 heures. Ça, c'est une définition qui était ancienne. Maintenant, on ne peut plus parler d'AIT dans les 24 heures depuis l'avènement de la thrombolyse. Et maintenant, depuis l'avènement de la thrombolyse, on parle d'AIT, tout épisode neurologique, déficitaire ou rétinien de survenue brutale dont les symptômes durent typiquement moins d'une heure, avec une imagerie qui est normale. Quel type d'imagerie? Bien sûr, pas le scanner, mais une IRM cérébrale. Donc une IRM cérébrale qui va nous montrer soit des lésions en diffusion, soit l'absence de lésions. Donc c'est très important, ça c'est un message aux généralistes, aux urgentistes, ne parlez pas d'accident ischémique transitoire, plus de 24 heures, c'est moins d'une heure, avec une IRM normale. On ne parle pas de scanner, c'est une IRM. Pourquoi? 10% des AVC, l'AIT, c'est 10% des AVC à 3 mois. Quelqu'un qui présente un AIT, il a un risque de faire un AVC de 10% à 3 mois, dont la moitié à J2. La moitié à J2. Donc, quel est notre rôle? C'est évaluer le risque de récidive. On va scorer le patient et éviter la récidive. Il faut l'éviter. Donc, on va le bilanter comme un AVC et on va traiter comme un AVC. Donc, on va le scorer, il faut faire une IRM. On a le score, le ABCD2 score. Et ces patients, quand ils sont scorés de 0 à 7, il faut savoir que le patient, s'il est scoré entre 6 et 7, le risque de faire un AVC est de 17,8% à 3 mois. Donc, l'AIT, il faut bien le prendre en charge, il faut bien le bilanter et le traiter comme si c'était un AVC. Voilà. Alors, toutes les recommandations sont claires pour l'AVC. Là, dommage, j'ai eu la plaque dans les délais de 4h30. Quand on a un scanner cérébral, l'AVC doit être thrombolisé dans les 4h30 avec un simple scanner. Mais quand il est en dehors du délai, supérieur à 4h30, par l'interrogatoire, là, c'est les études. On a parlé de l'AVC du réveil ou bien l'AVC en dehors des 4h30. Là, il faut faire une IRM. Et grâce à la séquence flair qui date l'IRM, et si le flair est négatif, c'est-à-dire que le patient est moins de 5 heures, on peut le thromboliser. Donc ça, c'est l'étude Wake Up et qui a montré que grâce à l'IRM, on peut thromboliser si le flair est négatif. Ça, c'est très important. Maintenant, j'enchaîne avec l'étude Extend. Alors, l'étude Extend, en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de taux de thrombolyse, de patients thrombolisés, jusqu'à 4h30, ils ont essayé d'utiliser la nouvelle imagerie moderne, c'est le scanner de perfusion. On fait donc le patient, quand il a des symptômes supérieurs à 4h30, entre 4h30 et 9h, on fait un scanner de perfusion qui existe partout. Hein. On peut le faire même à l'hôpital ou dans le privé. Et donc, à l'hôpital, on peut demander un scanner de perfusion
et le radiologue va étudier le mismatch entre la pénombre ischémique et le corps ischémique. Donc ça, c'est l'étude extend. Un patient, s'il est en dehors de la fenêtre thérapeutique, il est entre, par exemple, 4 heures et 9 heures, si on demande un scanner de perfusion, on a le mismatch qui est supérieur à 1,8, on peut thromboliser ces patients. On a eu beaucoup de patients comme ça quand j'étais à l'EHU, ils ont complètement récupéré et ça, c'est l'étude externe. Par contre, si on n'a que le simple scanner, Adila, comment on ne peut pas thromboliser. C'est contre-indiqué, donc c'est le scanner avec perfusion. Donc voilà, donc je continue par les thromboses veineuses cérébrales. Est-ce que vous m'entendez? J'enchaîne? Non, attends, puisque tu as parlé de l'extension de la fenêtre et tout, je vais présenter le cas clinique. Allez, vas-y. Donc j'y vais. Alors, je vais partager mon écran. Alors, vous voyez la diapo. Vous m'entendez? On oui. t'entend, moi je t'entends. Très bien. Euh, Alors, là, c'est le deuxième cas clinique qui est mon dernier. Après, il y aura des cas cliniques peut-être du professeur Batsi, si elle arrive à les montrer. Alors, c'est un patient qui est âgé de 75 ans, qui a comme antécédent une hypertension artérielle avec une lobectomie pulmonaire il y a 30 ans. Il est tabagique depuis 50 ans. Il a présenté un tableau clinique à type de syndrome pyramidal de l'hémicorps droit, c'est-à-dire c'est une hémiplégie droite avec une aphasie de Broca. Il avait une difficulté à exprimer le langage qui est apparue à son réveil à 5 heures du matin. On a dit Sahar, Fermdal. Alors donc c'est un AVC du réveil. À 5 heures du matin, il arrive aux urgences vers 10 heures, donc 5 heures plus tard, 5 heures après le réveil. Son Nice, lorsqu'il arrive, est à 14. Sa tension est à 17, 17,5, 9,5. Donc, pour ce qui est Nice et tension, on est bien. Au Chine, le début, on ne sait pas. Donc, le Nice à 14 à 10 heures, la tension à 17,5, 9,5. Que faites-vous? Quelle est votre attitude thérapeutique? Alors, devant les données cliniques, est-ce qu'on peut thromboliser? Au vu de ce que vient de vous dire le professeur Batsi, les 2 dernières minutes, réfléchissez. Une thrombolyse doit être débutée le plus tôt possible devant les données cliniques. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, si on trouve une fibrillation auriculaire associée qui est dépistée à l'ECG, une anticoagulation doit être débutée en urgence. Troisième possibilité, devant les données cliniques, un bolus d'aspégique s'impose. Un bolus, c'est 300 mg par jour pendant 3 jours jusqu'à... Et puis après, on descend. Quatrième proposition, il faut faire très vite. L'heure de début du déficit est à 5 heures du matin. Cinquième proposition, aucune proposition n'est juste. Alors, que me proposez-vous? Je vais voir le chat si j'arrive à le voir, s'il y a des propositions. Ah, voilà. Alors, bon, je cherche. Alors, واحد كان اللي قالوا la proposition 4, il faut faire très vite, l'heure de début est à 5 heures du matin. Non, c'est un AVC du réveil. Donc, on ne sait pas à quelle heure finalement il a eu son déficit. Donc, ça ne peut pas être la proposition 4. Il y a le HS Meriem Bouatora qui dit c'est la proposition 5. Aucune proposition n'est juste. Il y a Belkaïd qui dit s'il y a une FA, il faut faire une anticoagulation en urgence. On demande un scanner de perfusion. Bon, c'est pas mal. Ça commence, il y en a qui commencent à, il y en a qui disent aucune proposition. Donc, je ferme le chat. Alors, oui, effectivement, aucune de ces propositions n'est juste en fait. On n'a pas l'heure de début, c'est un AVC du réveil. Il s'est couché, nada al-khamsa ta'a as-sabahiyya as-sahar, il avait son hémiplégie. Donc, on ne sait pas entre le coucher et le moment où il s'est réveillé, à quel moment il a fait son hémiplégie, son déficit. Donc là, on ne va pas donner la thrombolyse tout de suite parce qu'on n'a pas assez d'arguments. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez demander une imagerie. L'idéal ici, c'est d'avoir quelque chose de plus important, de plus amélioré que le scanner.
Donc, si l'imagerie confirme la nature ischémique, donc vous faites un scanner, il vous dit c'est un AVC ischémique. Une thrombolyse IV s'impose dans tous les cas. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, même si l'imagerie confirme la nature ischémique, la thrombolyse est impossible dans tous les cas parce que c'est un AVC du réveil. Troisième proposition, le seul traitement possible est une thrombectomie mécanique s'il y a occlusion proximale. Quatrième proposition, on évalue le mismatch par une imagerie qui permettra de décider de la prise en charge ultérieure. Alors, que proposez-vous? Je regarde le chat. Alors, on me dit 4. Oui, 4, 4, bravo. Eh bien, le message du professeur Batsi est passé, c'est très bien. Donc, nous allons... Attendez, ce que maintenant... Voilà. Donc, nous allons plutôt évaluer le mismatch quand on a l'accès à la perfusion, à l'IRM ou même un scanner de perfusion, évaluer le mismatch. Donc, cette zone de cerveau qui peut répondre et qui permettra de décider. Donc, ça, c'est l'IRM avec le flair qui vous montre l'hypersignal. Donc, l'AVC, il a dépassé les 4h30. C'est le message du professeur Batsi tout à l'heure. Et là, vous voyez l'occlusion qui est proximale de l'artère cérébrale moyenne. Donc, on a un mismatch. Au flair, vous thrombolisez le patient et organisez la thrombectomie mécanique. C'est la première proposition. Deuxième proposition, vous ne pouvez pas thromboliser le patient sur ces données d'imagerie. Une perfusion est indispensable pour prendre la décision. Troisième proposition, vous l'adressez directement pour la thrombectomie mécanique sans thromboliser. Et la quatrième, vous hésitez et vous perdez du temps. Donc, quelles sont vos propositions ou votre proposition? Vous avez un mismatch ou là, vous faites autre chose. Alors, il y en a qui disent, vous adressez directement pour une thrombectomie mécanique. C'est la 3. Il y en a un qui a dit la 1. Eh bien, effectivement, vous avez une mismatch, vous allez thromboliser le patient et par la suite organiser une thrombectomie mécanique parce qu'il a une occlusion proximale. Vous n'allez pas uniquement... je vais fermer ça, ça me gêne, je ne vois pas l'écran. Voilà. Donc, il a fait son... donc, vous allez thromboliser le patient. La thrombectomie, on ne l'a pas. Ça, c'est un cas réel, c'est un cas du professeur Batsi. Elle l'a thrombolisé et il a amélioré son NIS qui est passé à 8. Donc, c'est un AVC du réveil qui a été thrombolisé. Alors, qu'en est-il de ce que vient de vous dire le professeur Batsi? Là, c'est une revue systématique, une méta-analyse des différents essais thérapeutiques qui ont été faits par le RTPA pour les AVC ischémiques d'horaires inconnus. Alors, le but étant de rechercher ce tissu cérébral au mismatch qui est potentiellement qu'on peut sauver. Donc, il faut le trouver. Donc, il y avait les études, notamment l'étude Wake Up du réveil et l'étude Extend pour ce qui est d'au-delà de 4h30. Et ils ont inclus tous les patients et leurs critères d'évaluation. C'était le score de Rankin dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est à 3 mois. Ils ont évalué à 1 mois et à 3 mois. Mais c'est surtout l'amélioration à 3 mois qui vous dira que votre geste thérapeutique est efficace ou pas. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas photo, que les patients qui avaient le mismatch pour l'AVC du réveil, ou bien qui l'avaient aussi dans l'étude Extend, quand on a dépassé les 4h30 jusqu'à 9h, ils amélioraient leur score, ils s'amélioraient de façon continue. Et c'est les nouvelles recommandations de 2021 qui disent que pour les patients qui ont un AVC entre 4h30 et 9h et les patients du réveil, tant qu'on a du mismatch, on peut proposer la thrombolyse pour aider ces patients. Donc ici, ça vous résume ce que je viens de dire. Quand le patient arrive dans les 4h30, vous faites un scanner, il y a une occlusion proximale, c'est la thrombolyse et la thrombectomie. En fait, ça va vous suffire pour tout comprendre. Et si il n'a pas l'occlusion, vous faites que la thrombolyse. Si on ne connaît pas l'heure de début, on fait l'IRM, le flair est négatif, ça veut dire on est dans les 4h30, on thrombolyse. Si le flair n'est pas négatif, on a dépassé les 4h30 et on rentre dans la catégorie des 4h30, 9h. Et là, c'est le scanner de perfusion ou l'IRM qui vont vous aider. Donc, vous allez trouver l'occlusion avec le mismatch. C'est ce qu'on vient de voir chez notre patient, la thrombolyse et la thrombectomie. S'il n'y a pas d'occlusion, c'est juste la thrombolyse. S'il y a par contre une occlusion sans mismatch, on discute seulement la thrombectomie. Quand ça dépasse les 9 heures,
Maintenant, c'est vraiment, c'est très récent cela. Donc là, ça se discute toujours avec le scanner de perfusion. Et s'il y a une occlusion, vous proposez directement la thrombectomie mécanique s'il y a un mismatch. S'il n'y a pas de mismatch, vous ne faites rien et vous faites une prise en charge tout à fait conventionnelle, si je puis dire, des AVC comme on a l'habitude de les prendre. Donc voilà, cette plaque, elle vous résume un petit peu votre prise en charge thérapeutique de l'AVC, qu'il soit dans les délais ou bien quand il dépasse l'heure le délai ou bien l'AVC du réveil et que vous avez besoin finalement de ce mismatch et vous avez besoin de cette perfusion pour vous aider. C'est pour ça que l'IRM et le scanner de perfusion sont très importants. Et je vous Elle est belle remercie. la plaque, hein. Elle est belle la plaque, il faut la transmettre, hein. Je vous la donne, il n'y a pas de souci. Donc je pense que le professeur Batsi va encore présenter deux cas cliniques qu'elle voulait faire. J'espère qu'elle pourra partager. J'essaie de, j'essaie de le partager, mais je voulais juste parler un petit peu par rapport à ce cas. C'est très intéressant dans le Ramadan, donc un patient qui était très multitaré. Il est venu, il nous a posé pour la police. C'est l'IRM l'a sauvé. S'il n'y avait pas l'IRM, on ne pouvait pas trouver. Il a réagi, il était déficitaire. Et je ne sais pas si vous avez vu l'IRM flair. Et en fait, le flair, ça commençait à flasher. Ça commençait, donc on a fait un premier scanner. Et l'IRM, tout de suite après, parce qu'il s'est réveillé avec son AVC, parce qu'il s'est réveillé de Sahar. Donc, et après, il est venu vers 10 heures. Et donc, du coup, le flair commençait à flasher. Je ne sais pas si tu as vu. Et ça commençait à être un peu blanc. Et là, j'hésitais, est-ce qu'on est dans les temps ou pas? Et grâce à l'IRM, j'ai pu thromboliser. On a pu, ça a été une décision difficile. Par exemple, là, tu as parlé de l'équipe. Quand il y avait les résidents n'ont pas pu prendre de décision. Et donc là, quand il y a un senior, rapidement, il va trancher. Tu es là. Professeur, tu es là ou tu as disparu? Je crois qu'il va falloir que j'organise une deuxième session pour le reste des cas cliniques parce que là, je préférerais que vous répondiez aux questions. Même Bati, elle peut répondre par écrit si elle n'arrive pas à parler. Batsi, est-ce que tu es là? Alors, il y avait des questions. Activez le micro si vous êtes là. J'ai jamais eu ça. Hein. Chauffez, Bati. On va faire une deuxième session pour les cas cliniques. Franchement, c'est frustrant. Non, là, mais c'est dommage. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Tu m'entends? Bon, c'est frustrant, mais j'arrive plus, ça se déconnecte. Alors, en fait, c'est important. Le message que tu as transmis, et c'est un très bon message, professeur Kediha, c'est la formation du personnel, que ce soit aux urgences, au niveau, même dans la même équipe, surtout des équipes spécialisées. Et là, par exemple, ce patient, il est venu, il était multitaré, il a fait son AVC, et en fait, on a fait l'IRM et toute la décision elle a été prise par un senior, pas par l'équipe. Donc, quand il y a un senior qui va décider, ça commençait à flasher à l'IRM en flair. Vous m'entendez? Oui. Et vous m'entendez? Alors, ça commençait à flasher en IRM au niveau du flair, c'est-à-dire ça commençait à se positiver. Ça veut dire qu'on on est à la limite de la fenêtre thérapeutique, sachant qu'il était multitaré, etc. Et là, l'équipe n'a pas pu prendre de décision. Là, vraiment, là, j'étais obligée de trancher. Il fallait un avis du senior. Et donc, c'est là que on a pris la décision de thromboliser. Peut-être qu'une autre équipe, moins expérimentée, elle n'allait pas thromboliser. Donc, là, l'expertise est très importante et le patient a récupéré grâce à ça. Et donc, voilà, aller rapidement et l'importance de la formation. Voilà, le message, j'ai aimé ton message. C'est très important de former de l'hôtesse, des urgences, des équipes et surtout, quand il y a une décision qui est prise rapidement, il y a un impact sur le pronostic fonctionnel. Voilà.
Voilà, il y a un impact. Quand tu auras un généraliste qui est formé comme maintenant, il va rapidement prendre en charge le patient et connaître un petit peu les conduites à tenir, demander un scanner, une IRM, les scanners de perfusion, quand est-ce que thromboliser ou pas, etc. Et là, par exemple, ce cas-là, personne n'a voulu thromboliser. Personne. Hein. Moi-même, j'ai pris un risque, mais c'était les recommandations. Hein, les recommandations. Et donc, le patient, heureusement, a récupéré. Voilà. Donc, je vais peut-être encore partager. J'ai peur de partager. On a tous peur. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Sophie, Baptiste, Oui. ce qu'on va faire, je vais essayer de réfléchir avec vous pour faire des... Ah, on voit. Vous voyez quoi? Oui, vous voyez quoi? Parce que j'ai On vu voit les tes diapos. Essaye de thromboses présenter comme veineuses. ça. Je commence. Tu vois les diapos ou pas? Oui, on les Vous voyez voit. des diapos? Oui. Ah, Oui. très bien. Alors, ça, je continue. Alors, ça, c'est la thrombose veineuse cérébrale. Alors, en fait, je veux en parler parce qu'à chaque fois, on parle des AVC ischémiques. Et c'est bien sûr ce professeur qui m'a proposé. Il m'a dit on ne parle pas que de l'ischémique, on parle de la thrombose veineuse cérébrale, qui est un type d'AVC qui représente 4 à 5% des AVC. Donc, l'objectif de ce cours, c'est bien sûr comment reconnaître une thrombose veineuse cérébrale. J'espère que vous m'entendez. Alors, la clinique, elle est très protéiforme. Il y a elle est polysymptomatique. On a surtout la phase aiguë. Elle peut se présenter en subaiguë et chronique. Donc, on a des céphalées unies ou bilatérales, isolées parfois dans 10% des cas. On a le tableau le plus classique, c'est céphalée et œdème papillaire au fond d'œil. Donc, c'est un syndrome d'HTIC isolé. On peut avoir un déficit focal, on peut avoir des crises convulsives et aussi un tableau qui est sévère. Et c'est ça où on passe à côté, c'est les troubles de la conscience pour avoir une jeune femme comateuse. Donc, et le problème, c'est quand évoquer une TVC devant ce tableau clinique. Alors, l'exploration, il ne faut pas oublier le scanner sans et avec injection. Quand on pense à une thrombose veineuse cérébrale, on peut utiliser l'angioscanner, l'IRM ou l'ARM. Et donc, c'est ça l'objectif. Quelles sont les indications? Alors là, je rappelle les sinus sagittal supérieur, inférieur, droit, le confluent, etc. Tous ces sinus peuvent être thrombosés. Il y a une thrombose au niveau des sinus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des veines corticales plus fines qui vont se jeter dans des sinus et qui peuvent thromboser et donner un tableau clinique. Là, à l'angioscan, je donne cette image, j'espère que vous la voyez, c'est les sinus au niveau et là, les signes d'AVC, en fait, à l'IRM et scanner, on va voir ou au scanner, ou bien on va voir les signes indirects, c'est-à-dire le retentissement de cette thrombose veineuse au niveau du parenchyme cérébral. Soit on a un infarctus de type veineux, soit on a une hémorragie cérébrale, un hématome. Donc, un infarctus veineux, c'est un hématome. Et des signes associés, c'est les infections, les tumeurs, etc. Donc, retenez les signes thrombus directs, les signes indirects, l'infarctus veineux et l'infection ou les causes. Alors, donc, on aura les signes d'HIC. Là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, le signe le plus important, c'est devant un tableau d'HIC, de céphalée aiguë. C'est quelqu'un qui est en postpartum, par exemple, une jeune fille ou une femme en postpartum ou avec une infection loco-régionale, le risque d'une thrombose veineuse cérébrale est élevé. Donc, on fera soit un scanner sans et avec injection ou bien une IRM. Alors là, à la phase aiguë, donc qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si vous connaissez ça. On fait par exemple une IRM ou un scanner. On aura le fameux signe du delta vide, c'est-à-dire un delta ici. Attends, pardon. Voilà, le signe du delta vide, c'est-à-dire on va faire un scanner avec injection de produit de contraste ou bien une IRM avec injection de produit de contraste et on va voir le sinus ici. Je ne sais pas si vous le voyez, les signes du delta vide. En fait, le sinus sagittal supérieur est thrombosé, donc le produit de contraste ne passe pas.
Et donc, on aura la fameuse image de les signes du delta vide. Alors, en deuxième lieu, on va voir l'occlusion directement grâce à l'ARM 3D, l'ARM veineuse, et on aura à l'angioscanne complètement un sinus qui est thrombosé. Ça, c'est le diagnostic direct. Alors là, le signe du delta vide, le voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez? Oui, Alors, le signe du delta vide, c'est un signe direct d'une thrombose du sinus sagittal supérieur. Et les signes indirects, soit on a soit un infarctus, des lésions œdémateuses, 50% des cas, c'est une hémorragie cérébrale, et donc soit lobaire ou bilatérale. Je vous donne quelques images. Voilà, on peut avoir le patient, il vient, une patiente, crise d'épilepsie, déficit moteur, postpartum, et on aura cette image d'hématome. Et on se dit, mais c'est quoi cet hématome? Est-ce que c'est artériel ou c'est veineux? Et c'est ça le piège aux urgences. Pensez aux thromboses veineuses cérébrales par rapport au tableau clinique. Et là, on va injecter, on fait un scanner avec injection et on aura la fameuse image du signe du delta vide ou bien l'IRM. L'idéal, c'est de faire une IRM. Mais un scanner injecté suffit pour faire le diagnostic du thrombose veineuse cérébrale. Pourquoi je vous le dis? Parce que des fois, le radiologue ne veut pas injecter. Il faut le convaincre par le tableau clinique. La patiente, elle est céphalalgique, elle fait des crises d'épilepsie, elle est déficitaire et surtout en postpartum, surtout il y a une infection locorégionale, surtout qu'il y a un antécédent de contraception orale. Convaincre le radiologue aux urgences d'injecter. Voilà. Et vous passez à côté parce que pourquoi? Le traitement, parce qu'on va voir un hématome, c'est ça le retentissement. Donc on pense à un AVC hémorragique, c'est artériel. Et en fait, non, c'est une thrombose veineuse cérébrale. C'est ça le piège aux urgences. Donc là aussi, il y a un cas qui est très important où le patient ou la patiente, elle vient dans un état comateux aux urgences. Et on ne sait pas. On interroge la famille et ils nous disent, par exemple, elle est en postpartum ou elle vient d'avoir une césarienne, etc. Et 10 jours après, elle est dans le coma. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le scanner ne permet pas de faire le diagnostic, c'est l'IRM. Il faut penser à la thrombose veineuse cérébrale profonde. Et on aura cet hypersignal bilatéral qui va nous orienter vers une atteinte, voilà, l'hypersignalésie thalamique, une atteinte. Retenez bien, des veines corticales profondes. Et ça, c'est un piège diagnostique qu'on voit même avec les réanimateurs, malheureusement. Et si on n'y pense pas, on passe à côté. Le tableau clinique est très important. Faire un bon interrogatoire. Regardez l'hématome unique, multinodulaire, lobaire, superficiel, entouré d'œdème. Pensez à la thrombose veineuse cérébrale. Donc voilà, on peut avoir tout ça au niveau scanner. Donc, en conclusion, devant tout tableau clinique en postpartum, locorégional, infection locorégionale, etc., surtout une jeune fille avec des céphalées aiguës, subaiguës ou chroniques, crise convulsive, déficit moteur, pensez à la thrombose veineuse cérébrale. C'est un accident vasculaire cérébral. Hein. Et pourquoi il faut y penser? Pourquoi il faut éviter ce piège? Parce que devant tout hématome cérébral, on pense à l'AVC hémorragique. Et en fait, c'est une thrombose veineuse cérébrale qu'il faut anticoaguler. L'anticoagulation est primordiale, est indiquée double dose. Donc, on a anticoagulant double dose pour éviter l'extension de l'hématome. D'accord? Donc, il faut confirmer la thrombose veineuse cérébrale en faisant un scanner injecté ou une IRM avec injection qui va nous montrer la thrombose veineuse cérébrale et anticoaguler, parce que si on n'anticoagule pas, même avec un gros hématome, il y aura aggravation des symptômes et parfois décès. Donc, anticoaguler le plus tôt possible et bien sûr faire le diagnostic le plus tôt possible. Je termine par l'hémorragie méningée qui représente 4 à 5% de tous les AVC. On en parle rarement, mais une unité stroke doit prendre en charge ces AVC hémorragiques quand il n'y a pas d'indication opératoire. En fait, l'exploration, elle est très importante. La règle d'or doit être claire. Toute hémorragie méningée est anévrismale jusqu'à preuve du contraire. 25% des hémorragies méningées anévrismales meurent avant d'arriver à l'hôpital. C'est très important de faire le diagnostic. Alors, on a une classification de Fischer que vous connaissez. Stade 0, Fischer 1, pas de sang visible. Stade 1, lame de sang moins de 2 mm d'épaisseur. Stade 2, lame de sang plus de 2. Hématome intraparenchymateux et hémorragie intraventriculaire dans les 24 premières heures.
très important, ne pas passer devant le diagnostic d'hémorragie méningée. Alors, la plupart, ils disent que non, c'est facile, c'est une céphalée, hémorragie méningée. Non, une céphalée sentinelle, seule, isolée, peut être une hémorragie méningée. Un scanner normal à la phase aiguë n'élimine pas l'hémorragie méningée. Quand vous avez une suspicion forte d'hémorragie méningée devant quelqu'un qui est céphalalgique, qui n'est pas connu céphalalgique, quelqu'un qui est connu céphalalgique, mais la céphalée s'aggrave ou le caractère de la céphalée change, il faut éliminer une hémorragie méningée, surtout anévrismale. Quoi? Faire un scanner. Même le scanner est normal parce que ça ne saigne pas au début. Refaire un scanner ou une IRM cérébrale pour éliminer l'hémorragie méningée. Bien sûr, par la suite, rechercher l'anévrisme et le traiter le plus tôt possible. Donc, l'hémorragie méningée, bien sûr, le tableau le plus classique, c'est céphalée et raideur méningée. C'est tout. Mais il faut savoir que la céphalée, c'est un coup de tonnerre dans un seul serin. Un coup de tonnerre, et ça vous oriente vers une hémorragie méningée. Je vous donne l'histoire d'une patiente. Lorsque elle venait chaque fois aux urgences pour des céphalées, l'examen neurologique est normal et on avait fait avec mon équipe une formation des urgentistes et on a expliqué, sensibilisé par rapport à l'hémorragie méningée. Et les urgentistes, quand ils voyaient des céphalées comme ça intenses et quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, même s'il n'y a pas de raideur méningée, ils demandaient le scanner, ils redemandaient une IRM et ils faisaient le diagnostic d'une hémorragie méningée. C'est pour ça que c'est très important de la formation et formation en imagerie et en clinique. Donc, je vous donne cet exemple de hémorragie méningée, c'est du saignement intraventriculaire. Et là, l'angiographie qui va montrer l'anévrisme qu'on peut clipper ou bien emboliser. Alors, je bascule vers le cas clinique. C'est une patiente de 24 ans, sans antécédents particuliers, en postpartum, céphalée intense depuis une semaine, rebelle zontalgique, qui présente des convulsions généralisées. Alors, à quoi vous pensez et que faites-vous? J'espère que vous m'entendez quand même. Ils répondent rapidement sur le chat. Hein. Alors, tu me dis, qui dit qu'est-ce qu'ils en pensent quoi? Voilà. Attends, alors je vais te dire. Alors, ils ont J'ai dit, peur de me déconnecter. ils ont dit لا 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 thrombolytique قاعدين cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bah oui, bah j'en Scanner parle. injecté. Scanner Voilà, injecté. très bien, Scanner scanner injecté. injecté. Alors, Voilà. premièrement, il faut demander un scanner. Il faut demander un scanner Ça, j'ai cérébral. passé. Voilà. Le scanner cérébral, regardez, on a un hématome. Là, c'est ça la vraie vie. Donc, devant un hématome, c'est une patiente qui a 24 ans, pas d'antécédent, elle est céphalalgique, mais elle vous dit que je viens d'accoucher ou bien j'ai une césarienne, etc. Vous voyez un hématome, vous allez dire, ah, c'est un AVC hémorragique. Eh ben, ou une hémorragie cérébrale, à la saignée. Là, pensez devant ce tableau clinique à injecter. Et là, pourquoi la difficulté, c'est de convaincre le radiologue de garde. Injecter parce qu'on suspecte une thrombose veineuse cérébrale. Et là, alors qu'est-ce que vous faites? Parce qu'elle crise, un EEG, une IRM, une PL ou un scanner injecté. Donc, un scanner injecté ou bien une IRM. Hein, vous pouvez faire une IRM. Hein, et là, voilà, le signe du delta vide, il a fait une IRM ou un scanner injecté. Ça, c'est le signe du delta vide, c'est-à-dire c'est une thrombose du sinus sagittal supérieur. Alors, pourquoi j'insiste? Le simple urgentiste aux urgences peut tout faire. Il peut anticoaguler. Avec un hématome pareil, c'est une faute si on n'anticoagule pas. Pourquoi j'insiste? Parce qu'aux urgences, et même les réanimateurs, ils ont peur. Ils m'ont dit, bon, c'est un hématome. Non, c'est un infarctus veineux. C'est une thrombose veineuse cérébrale anticoagulée parce que cet hématome, si on n'anticoagule pas pour liser le thrombus, l'hématome il y aura une extension de l'hématome et des fois un décès de la patiente. Donc voilà le message, scanner ou IRM. Alors, je termine par le dernier cas clinique. Aussi, patient, ça c'est des cas vivants, enfin des vrais cas, hein, patient de 25 ans qui arrive aux urgences, qui est confus, depuis un mois avec des céphalées intenses. L'examen neurologique, il y a une raideur méningée avec un Glasgow qui est à 14. Donc là, vous pensez à quoi? Alors, y a-t-il des réponses? Alors, ils t'ont mis hémorragie méningée. Voilà, heureusement.
Donc, je reprends les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant ce patient? Alors, pourquoi j'insiste? Parce que des fois, ces jeunes patients sont pris pour une conversion hystérique ou la fameuse DNV, etc. Et donc, ils viennent pour peut-être un antécédent, il est migraineux, etc. Ils ne l'hospitalisent pas, ils ne le prennent pas au sérieux. Mais quand il revient le lendemain, il faut voir la raideur ménagée et des fois, elle est absente. Elle est absente, la raideur ménagée, parce que quand il y a une raideur ménagée, c'est déjà grave, il saigne beaucoup. Donc, c'est important ce cas clinique. Pensez à l'urgence neurovasculaire devant toute céphalée aiguë comme ça, intense. Il faut un examen neurologique, il faut quand même une évaluation de la conscience. Donc, n'hésitez pas à demander. Le scanner cérébral, même le scanner cérébral est normal, là aussi, il faut redemander. Des fois, on hospitalise le patient, le 24 heures après, demander un scanner cérébral. L'idéal, c'est de faire une IRM. L'IRM, on aura le saignement. Je reprends la même photo, le saignement, hémorragie intraventriculaire. Là, on aura le diagnostic d'une hémorragie méningée. L'hémorragie méningée ne doit pas rentrer à la maison, doit être hospitalisée dans une unité stroke. Donc, l'hospitalisation, etc. Et rechercher l'étiologie. Je reprends la même image, c'est l'angiographie à la recherche d'un anévrisme. La rupture d'un anévrisme, c'est la première cause d'une hémorragie méningée. Donc, retenez, scanner, même scanner normal, refaites le scanner le lendemain. Des fois, personnellement, même si on n'a pas les moyens ou il n'a pas les possibilités de faire une IRM parce qu'il fait le diagnostic rapidement, on est arrivé à faire une ponction lombaire, c'est l'épreuve des 3 tubes et on verra un petit peu le saignement. Et là, insister sur l'imagerie. Par la suite, c'est la rupture d'anévrisme qui sera embolisée par un radiologue interventionnel ou bien un neurochirurgien par le clippage, clipper les anévrismes. Donc, devant conduite à tenir, hospitalisation de ces hémorragies méningées, elles ne restent pas aux urgences. Il faut qu'elles soient dans une unité stroke, c'est important. Mettre du Nimotope. L'Nimotope, c'est pour éviter le vasospasme. Parce que dans les 3 à 12 jours de l'hémorragie méningée, il y a un risque de vasospasme et une ischémie. Une ischémie, donc on donne du Nimotope en injectable, il y a un protocole. On fait un bilan métabolique pour éviter tout qui est hyponatrémie, hypotension. On donne des antalgiques et bien sûr, on présente le plus rapidement possible le cas au chirurgien pour un clippage et clipper ou bien l'embolisation. On vient de le faire à Clélette, une patiente de 42 ans. Rapidement, on a fait le diagnostic. Elle a quand même fait son vasospasme. On a traité le vasospasme et elle a été embolisée. Elle va très, très bien. Voilà. Donc, un message pour les urgentistes. Céphalie intense, sujet jeune, pensez, même avec un scanner normal, acharnez-vous à poser le diagnostic d'une hémorragie méningée, hospitalisez le patient ou la refaites un scanner le lendemain. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Batsi. Je pense que nous avons fini avec les présentations et les cas cliniques et on va peut-être répondre à quelques questions. Si tu m'écoutes, on répondra en même temps. Je t'écoute, je t'écoute. Voilà. Alors, je suis remonté là où je m'étais arrêté tout à l'heure pour les questions. Il y a Esma qui dit, est-ce qu'on peut avoir un scanner normal jusqu'à 12 heures après le début des symptômes? Ben oui. C'est pour ça qu'on refait un scanner à 48-72 heures en cas d'ischémie. Bon, le scanner élimine l'hémorragie, mais il peut être normal. Mais généralement, à 24 heures, la lésion s'installe. Que penses-tu, Dunia? Alors oui, tu as raison. Maintenant, un scanner normal n'élimine pas un AVC ischémique. Tout à fait. Il faut se baser sur le tableau clinique. Quand j'ai dit, quand il y a une hémiplégie avec une aphasie qui correspond à un territoire vasculaire, pour moi, il y a le diagnostic. Donc, il faut thromboliser. Quand il y a, par exemple, une atteinte postérieure, une ataxie, bon, le scanner est généralement normal, il faut demander une IRM, c'est un AVC ischémique. Donc, tableau clinique me suffit pour thromboliser le patient et faire le diagnostic d'un AVC ischémique. Il faut savoir que même si ce n'est pas un AVC, la thrombolyse n'est pas dangereuse. Elle est dangereuse quand c'est un AVC malin, très important, très étendu. Il y a le risque de transformation hémorragique. Donc, l'AVC malin, dès le départ, le scanner est très sensible. Moi, j'ai peur quand il y a une hypodensité les premières heures. Ça veut dire qu'on est vers l'AVC malin. Au contraire, je suis contente. Quand il y a un scanner normal, il n'y a pas de lésion visible. Je me dis, bon, ça va, il n'est pas encore constitué, donc je peux thromboliser. Voilà. Alors, à Moussaïa, ils disent pourquoi ne pas demander une IRM en première intention? J'allais dire, c'est le gold standard. On aurait aimé avoir l'IRM partout, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous, on travaille avec le scanner, mais si on peut avoir l'IRM, ce serait pas mal.
Ça a amélioré la Alors prise en l'IRM, compte. je suis tout à fait d'accord avec toi. En 10 ans à l'UHU, nous avons thrombolysé avec mon équipe 2 patients avec une IRM ou trois Voilà. patients. Alors, je préfère le scanner personnellement parce que c'est plus rapide. Les Américains sont au scan, c'est plus rapide, c'est accessible et l'IRM prend beaucoup de temps. Maintenant, l'IRM, elle est intéressante dans l'AVC du réveil et dans Voilà. voilà, quand il y a une heure inconnue, l'IRM est très intéressante. Ou lorsqu'il dépasse les délais. Hmm. Exactement. Alors, la valeur de la glycémie à partir de laquelle on s'inquiète chez un diabétique type 1 ou type 2 en cas d'AVC. C'est 1,80 g, ça, le seuil. Oui, alors les recommandations, baisser la glycémie supérieure à 1,80 g. Maintenant, il faut savoir que diabétique ou pas diabétique, un patient qui rentre avec une hyperglycémie, c'est un mauvais pronostic. Il y a la fièvre et la glycémie. Qu'il soit diabétique ou pas, l'hyperglycémie, ça engendre, il y a un risque élevé de transformation hémorragique. Donc, il faut prendre ça vraiment au sérieux et vraiment, bon, donner de l'insuline. Il y a eu 2 études, soit en injectable à la SAP, soit à la demande. Bon, les recommandations, c'est vraiment à la demande. Donc, faire des glycémies quotidiennes toute la journée et donner de l'insuline en fonction de l'hyperglycémie, ne pas la baisser. Bien sûr, un 4 grammes, c'est un risque hémorragique important de l'AVC. Donc, généralement, moi, c'est la seule contre-indication que je respecte. Qu'un patient qui est un candidat à la thrombolyse, a une hyperglycémie, je ne thrombolise pas. Le risque est très important. D'accord. Alors, il y a le HS de Boatora qui te demande, qui te pose la question par rapport à la définition, la nouvelle définition de l'AIT en fonction de l'IRM. Quand l'IRM normal élimine une AIT, c'est ça, à 24 heures, à 1 heure. Donc, ils veulent une redéfinition de l'AIT. Alors, retenez, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que l'accident ischémique transitoire, ça a changé, ça a complètement changé avec les études, toutes les définitions. Retenez que c'est plus une définition cellulaire de tissu, c'est-à-dire ou moins de 4 heures, etc. Il faut voir l'IRM, il faut voir la diffusion. Si la diffusion est négative, il n'y a rien dans la séquence de diffusion. L'IRM est normal. Là, on parle d'accident ischémique transitoire qui peut aller généralement à qui peut récupérer moins d'1 heure jusqu'à 2 heures. On parle d'AIT à l'imagerie. On parle plus de temps. La plupart du temps, il récupère. Mais si l'imagerie est normale, oui. Donc voilà, c'est ça la définition. Maintenant, retenez cette définition. Pas de scanner, hein, c'est l'IRM. Hein. Voilà. 24, 48 heures, 2 heures, etc. C'est plus une définition actuelle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme question aussi par rapport à l'AIT? C'est tout, C'est c'était ça, ça. par rapport au temps. C'est par rapport au temps, oui. Pas à 24 heures, elle a dit si je fais une IRM à 24 heures et Ouais. qu'elle est normale, est-ce que je reste dans l'AIT? Eh ben oui. Oui, oui, vous restez dans l'AIT. Voilà. Alors, on te pose la question pour les thromboses veineuses. Bon, a dit c'est des séquelles du Covid. Est-ce qu'on demande les dédimères en cas de thrombose veineuse cérébrale? Non, mais ça a été, il y a eu des études par rapport au dédimère pour le pronostic, si c'est augmenté ou pas, je ne me rappelle plus par rapport à ça. Donc, si on n'a pas d'IRM, je pense, si c'est on demande des dédimères, tu as connu l'étude, on voulait la faire. Si elles sont augmentées, c'est un facteur de diagnostic. Voilà, c'est un critère diagnostique, pardon. Ah, Les d'accord. Mais dédimères. ça n'a pas d'intérêt en pratique courante, en fait. C'est Non, ça. non. Alors, dernière question, enfin, je pense que c'est la dernière. Alors, Hadak Teb, lors d'une garde, on a reçu un diabétique sous insuline inconscient, dextro 0,3. Tension 22-11, on a injecté du G30, il a repris la conscience un moment, mais il a convulsé malgré la correction de sa glycémie. Est-ce qu'il était en train de faire un AVC? Le Valium, peut-on le donner dans ce cas? Alors, un AVC, bon, il a convulsé parce qu'il a fait une hypoglycémie sévère. Alors, le Valium, c'est pour faire céder les cris. Oui, Euh, il avait une tension à alors, c'est un 22-11. mimic-stroke, hein, c'est un mimic-stroke, c'est le diagnostic différentiel. Donc, l'hémiplégie, peut-être qu'il était hypertendu, mais est-ce que l'imagerie a une AVC ou pas? Il ne parle pas d'imagerie, il n'y a pas Mais on ne d'hémiplégie, peut hein, il y pas a juste savoir. des Non. convulsions. Ah non, c'est Il n'y a pas l'hypoglycémie, d'hémiplégie, il y a ça. juste des convulsions. Voilà.
Voilà, c'est Ah, l'hypoglycémie, donc, oui, c'est voilà. ce que je lui ai dit. Mais il fait une imagerie quand Donc, même, il fait une imagerie. fais une imagerie, bien sûr, pour éliminer Alors, quelles l'ischémie. sont... Tout à fait. Vas-y. Alors, on te dit quelles sont les caractéristiques des céphalées de l'hémorragie méningée. Les caractéristiques sémiologiques, je pense, hein. Coup de tonnerre dans un ciel serein, intense. Il n'y a pas de caractéristique, c'est Voilà. la brutalité, l'intensité de la céphalée. Elle peut être, on appelle ça des céphalées sentinelles qui peuvent précéder l'hémorragie méningée. Il faut savoir, c'est important parce que moi j'ai eu beaucoup de débats avec les neurochirurgiens. Ils nous disent, nous l'hémorragie méningée c'est nous, on peut faire le diagnostic. Non, quand on forme les urgentistes devant un examen, même s'il ne peut pas examiner, pensez devant toute céphalée intense, en coup de tonnerre, à une hémorragie méningée jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un qui revient chez vous, etc., pour des céphalées. D'ailleurs, on en a tellement eu. La raideur ménagée peut manquer, le déficit peut manquer. Donc, devant toutes ces céphalées, d'ailleurs, à Clilette, nous avons essayé de copier un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et on a créé une unité, un box urgence céphalée. Urgence céphalée. Et donc, il y aura le généraliste qui va prendre que les céphalées. Ça a été à la Riboisière et pour éliminer l'urgence neurovasculaire, éliminer l'hémorragie ménagée, la thrombose veineuse cérébrale, la dissection carotidienne, la maladie de Horton. Donc tout ça, c'est important, mais retenez, il faut, pourquoi le message? Pensez à l'hémorragie ménagée, et même si ça représente 4 à 5% des AVC, devant toutes ces céphalées, il faut une imagerie. Même si le scanner est normal, refaites un autre scanner, surtout quand il y a une forte suspicion. Et après, s'il y a une hémorragie ménagée, bien sûr, rechercher la rupture d'anévrisme. Alors, une question pour les thromboses veineuses. Il y a un monsieur qui te demande anticoaguler pour empêcher l'extension de l'hématome. Il te met des points d'exclamation. C'est pas contradictoire, professeur? Alors, je répète et je répète, c'est une faute médicale si on n'anticoagule pas. Il Une faut thrombose veineuse. anticoaguler. C'est une, Hmm. c'est une thrombose d'un sinus et donc c'est un infarctus veineux. S'il vous plaît, c'est ça le message important. L'extension de l'hématome, il y aura extension, aggravation. Donc, c'est pas du tout. Mais il faut faire le diagnostic de la thrombose veineuse cérébrale. Il ne faut pas passer, il ne faut pas, parce que pourquoi? Soit on pense à une hémorragie suite à un AVC hémorragique, donc c'est une artère qui éclate, soit c'est une thrombose d'un sinus. Anticoaguler le plus tôt possible, traiter la cause. Le plus souvent, on est devant l'étiologie la plus fréquente maintenant, c'est plutôt la contraception orale. Et voilà, c'est une indication, même surtout quand le patient, parce que j'ai ce débat avec les réanimateurs, il est intubé, ventilé, thrombose veineuse profonde, avec un gros hématome, anticoagulé. Voilà. Et donc, il faut le faire. Alors, ils te disent, est-ce que la thrombolyse est indiquée chez les enfants? Ils ont eu un cas d'un enfant cardiopathe. Ben, franchement, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas les enfants. Mais, ailleurs, moi, j'aimerais bien avoir des pédiatres avec nous, mais je ne prends pas de risque. Je n'ai pas cette expérience. Même Mais il dans y les a des indications, recommandations, je bien pense que c'est à sûr, partir de mais avec 18 des ans. équipes. 18 ans, l'adolescent au cas par cas. Oui. Alors, quand il y a un enfant, généralement, c'est des malformations cardiaques, les trisomiques. Par exemple, j'ai eu beaucoup de trisomiques. Et donc, on a recherché l'étiologie. C'était, j'ai pas eu de cas comme ça, mais dans la littérature, si. Il y a des équipes thrombolyse pédiatrique et l'équipe stroke pédiatrique à l'étranger. Mais franchement, on n'est pas à ce stade. Et j'ai pas la femme enceinte et l'enfant. J'ai pas La eu femme enceinte et cette l'enfant. Hmm. expérience. Cette expérience, la femme enceinte, je l'ai pas eu. Hein. Je sais pas. J'ai une femme enceinte, je pourrais être thrombolysée. Mais l'enfant, mais elle. Est-ce que si on reçoit un AIT aux urgences, est-ce qu'on doit l'évacuer par rapport à cette nouvelle définition ou on le surveille et on donne un avis de neurologue à sa sortie? Alors, ça dépend où vous êtes. Par exemple, on hospitalise l'AIT, on le score, on cherche Ah, l'étiologie. ah. Et quand il y a une IRM, s'il y a une thrombose cérébrale, une thrombus qui est persistant, on peut thromboliser un AVC, un AIT, on peut thromboliser, même s'il a récupéré,
quand il y a une thrombose, un thrombus au niveau de l'artère cérébrale moyenne qui est persistante. Donc, même s'il a récupéré, on le thrombolise. Ça dépend où vous êtes. Alors, moi, j'aimerais bien, parce que quand on a commencé à l'EHU, on a beaucoup formé les généralistes. Ils ont un rôle très important pour détecter l'AIT. L'AIT, il faut le scorer. Si vous pouvez le scorer, diagnostiquer et scorer avec un score ABCD, 2 scores, j'espère qu'on fera une réunion présentielle pour vraiment détailler cette prise en charge. Parce que l'AIT, en fait, ça a été les études de professeur Amarenko. Quand on prend en charge l'AIT, on réduit de 80% l'AVC. Donc, c'est une étude de 10 ans. Et donc, si vous pouvez, si les généralistes peuvent prendre en charge l'AIT, pour l'instant, faites le diagnostic de l'AIT, demandez une IRM. Si la diffusion, elle est négative, c'est un AIT. Il faut apprendre à scorer le patient parce que évaluer le risque de récidive de cette AIT, parce que grâce à ce score, on va savoir si le patient il y a un risque de faire un AVC dans 3 mois. Donc, on peut éviter un AVC. On va rechercher l'étiologie. Cet AIT peut avoir des sténoses carotidiennes, il peut avoir une ACFA, etc. Anticoagulé. On peut opérer peut-être une sténose carotidienne dans les 15 jours. C'est un AIT, c'est une sténose carotidienne, on appelle ça symptomatique. Donc, c'est un énorme travail qui doit se faire au niveau des urgences et vous pouvez éviter beaucoup d'AVC si vous faites au moins le diagnostic d'un AIT et l'orienter, pourquoi pas, après dans un service spécialisé. Ben, je crois qu'on a fini les questions, du moins, bon, il y a des commentaires après, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si Madame Gougam est là. Il n'y a pas de question, sauf que la dernière, ils vous disent le Oui, problème des médecins généralistes. Nanana. C'est pour ça que l'accueil est important. absolument. Ils disent C'est ils pour font Ah oui, beaucoup de ça que choses. le tri entre collègues, Mm, qu'il y ait quelqu'un au niveau de l'accueil pour essayer de capter ces personnes le plus rapidement possible. En tout cas, absolument. moi, je vous remercie énormément. Je remercie Betsy d'avoir son merci à acharnement. vous. Elle est tenace, elle est tenace. Moi, j'aurais abandonné. Et on y réfléchira à d'autres. Je m'en veux, mais bon, والله غير Inch'Allah. عندك la patience. Merci à vous, merci à professeur Sidiha qui m'a proposé de présenter. Donc, merci à Vraiment, Madame يعطيكم Bougam. Donc, à la الصحة prochaine, يعطيكم Inch'Allah. الصحة Merci إن pour شاء الله. l'organisation. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, bon week-end. Merci. Au revoir. Recording stopped.